Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. L'UEMOA, un sommet extraordinaire à Abidjan. Les chefs d'État de l'Union évaluent les différents plans d'action pour renforcer l'intégration sous-régionale. La paix et la sécurité ont chantier confié au président Macky Sall et l'un des enjeux de cette rencontre, de même que la croissance économique. Djoubou Soumaré a été remplacé à la tête de la commission de l'Union. Insécurité à Thiès, les conducteurs de moto Jakarta en ordre de bataille pointés du doigt le plus souvent. Ils refusent cette étiquette qu'on leur colle et ont décidé de prendre cette question à bras le corps avec des mesures qui permettent de les identifier. C'est le dossier de cette édition. Du tourisme à merveille dans son pays avec des sites attractifs. Au centre, les îles du Saloum, entre Boulon et plage. À l'est, Kédougou, ses collines, ses chutes de Dindéfelo et sa faune, mais également ses peuples autochtones. La Casamance au sud avec sa végétation, sa station balnéaire et ses produits halieutiques, de choses à découvrir. Nous clôturons la semaine du tourisme avec un focus sur ces destinations qui vous souhaitent la bienvenue au Sénégal. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a quitté ce matin Dakar à destination d'Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Le président Macky Sall va prendre part au sommet extraordinaire de l'UEMOA. C'est à l'invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et quelques autorités civiles et militaires. Le chef de l'État a donc pris part ce matin à l'ouverture de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. L'action du président Macky Sall à la tête du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité a été fortement saluée par ses pairs chefs d'État. Les performances économiques de l'UEMOA ont également permis aux pays membres de l'Union d'accroître leur croissance économique. Envoyé spécial à Abidjan, Babiram Bigengay. C'est à Abidjan que les leaders de l'espace UEMOA se retrouvent pour évaluer le processus d'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au devant de la scène, le président Macky Sall en charge du chantier paix et sécurité de la communauté. Son action à la tête de cet organe a marqué les esprits. Un leadership reconnu par ses pairs chefs d'État qui mesurent tout l'enjeu d'un défi sécuritaire à relever dans l'urgence. Il est urgent d'intensifier la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Et à cet égard, je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de notre frère, le président Macky Sall. Cette session extraordinaire de l'UEMOA, c'est aussi des enjeux économiques. En 2016, les performances réalisées par les pays membres de l'Union ont contribué à booster la croissance des États et à améliorer la compétitivité des entreprises privées tout en favorisant les investissements. Au plan économique, malgré un contexte international difficile, les performances de l'Union se sont améliorées. Le taux de croissance est estimé à 6,8% en 2016 après 6,6% en 2015. Ces résultats sont dus à la consolidation des activités commerciales et des services et aux bonnes productions agricoles et industrielles ainsi qu'au dynamisme des BTP. Les prix intérieurs ont connu une hausse modérée à la faveur d'un meilleur approvisionnement des marchés en produits de grande consommation. Le taux d'inflation est estimé à 0,3% en 2016 contre 1% en 2015. Le processus d'intégration suit une courbe ascendante grâce notamment à la bonne tenue des finances dans les institutions financières. La BCEAO et la BOAD jouent un rôle majeur dans le financement de l'économie des pays membres de l'UEMOA. Elles ont permis d'asseoir un marché financier attractif. En soutien aux politiques de développement, la BOAD a injecté en 2016 500,6 milliards de francs CFA dans les États membres de l'Union et a réussi à effectuer sa première émission d'eurobonds pour un montant de 750 millions de dollars US. Par ailleurs, l'UEMOA parvient également à lever des financements dans les marchés internationaux. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, la Commission de l'UEMOA a obtenu, en relation avec l'Union européenne, la Commission de la CEDEAO et ses États membres, 595 millions d'euros au titre du programme indicatif régional du 10e FED
et 1,150 milliard d'euros au titre du PIR 11e FED. Les perspectives économiques sont certes favorables, mais il y a des défis à relever. Outre la menace terroriste, il y a notamment la baisse de la demande en provenance des économies émergentes et la baisse de la liquidité bancaire. L'approfondissement du marché commun est donc devenu une nécessité et les chefs d'État membres de l'UEMOA se sont engagés à renforcer l'intégration sous-régionale. Et puis notre compatriote Hadjibou Soumaré a été remplacé au poste de président de la commission de l'UEMOA par Abdallah Bouraïma. Au Nigeria, le Sénégal reprendra de manière définitive la présidence de la commission en 2021. Mamadou Ndiaye, un autre compatriote, a été élu président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Seydina Lunfal. Tous les chefs d'État des pays membres de l'UEMOA étaient présents à cette session extraordinaire en Côte d'Ivoire. Le Nigérian Abdallah Bouraïma a été choisi comme nouveau président de la commission de l'UEMOA. Il remplace ainsi à ce poste notre compatriote Hadjibou Soumaré. La conférence a décidé qu'à la fin du mandat du Niger en 2021, le Sénégal reprendra de manière définitive la présidence de la commission de l'UEMOA. Mais notre pays occupera bien avant cela le poste de vice-gouverneur de la BCEAO l'année prochaine, un accord qui a été trouvé aujourd'hui à l'issue de la session extraordinaire de l'organisation sous-régionale. De plus, notre compatriote Mamadou Ndiaye a été élu à la présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Il occupe ainsi l'un des plus importants organes de l'organisation sous-régionale. Alioune Sarr au chevet des victimes de l'incendie qui s'est produit ce samedi au marché de Kaolack. Le ministre du Commerce, après avoir constaté les dégâts et échangé avec les délégués des commerçants, a annoncé la construction d'un marché moderne. Claire Diop. Le feu s'est déclaré tôt ce matin du samedi vers 7h au marché aux légumes de Kaolack, plus connu sous le nom de marché Zing. À l'origine de tout ce désastre, la bonbonne de gaz d'une restauratrice qui a explosé. Au total, 37 cantines sont calcinées avec beaucoup de marchandises à l'intérieur. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts sont énormes. D'après les premières estimations, plus de 500 millions de nos francs ont été emportés par les flammes. Personne ne peut dire exactement ce qu'il a perdu car il y avait beaucoup de marchandises et beaucoup d'argent. Et étant donné qu'on n'a pas encore fait le recensement, je ne veux pas me tromper pour me porter en conjecture. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'argent qui est perdu et on saura après le recensement. Et c'est vers 10h que les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu avec l'aide des populations riveraines. Face à toute cette désolation, l'État du Sénégal a tenu à venir exprimer solidarité aux sinistrés. Je suis venu ici au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement du Sénégal réconforter nos parents victimes de cet incendie ici au marché Zing de Kaolack. Nous rendons vraiment un hommage à nos forces de sécurité et de défense, notamment les sapeurs-pompiers, qui ont pu circonscrire les dégâts et éviter que ça puisse se propager un peu plus. Souvent, le marché prend feu à l'origine du problème occupation anarchique de l'espace, câblage électrique artisanal, non-respect des règles élémentaires de sécurité incendie, entre autres dysfonctionnements. Et l'État compte apporter une réponse appropriée. Le chef de l'État est tout à fait disponible à accompagner justement les villes du Sénégal. Nous l'avons commencé avec le marché international. Nous allons le poursuivre avec les autres communes, naturellement en tenant compte de la soutenabilité de la dette au Sénégal, puisque vous savez que ce sont des financements aussi, souvent des financements eximes qui nécessitent un certain nombre donc, de cautions et de garanties. Donc je voudrais vraiment dire cela. Naturellement, d'ici là, il y a un certain nombre de dispositions qui seront prises. Nous allons voir avec la mairie donc, de Kaolack et le gouverneur comment justement mettre en place un mécanisme pour sécuriser davantage le commerce ici au marché Zing. Et en attendant, la vraie solution, c'est la construction d'un marché digne qui permet justement aux commerçants de Kaolack de faire du commerce dans de bonnes conditions. L'autorité a échangé avec les délégués. Proposition leur est faite de déplacer le marché pour plus d'espace et de sécurité. Autre annonce aussi, l'État ambitionne en collaboration avec la mairie et le secteur privé de construire un grand marché moderne à Kaolack d'ici les prochaines années. Les commerçants ont approuvé le projet car il y va de leur intérêt.
Comment assurer un financement pérenne et rationnel de la santé en Afrique? C'est cette vaste question qui a structuré les débats entre des ministres de la Santé du continent, des ministres des Finances et du Budget ainsi que des experts à Dakar. Si en 2001, les pays africains s'étaient engagés à consacrer 15% de leur budget à la santé, peu de pays ont atteint cet objectif 16 ans après. Des efforts de financement interne sont nécessaires, d'autant que les appuis extérieurs sont en baisse. Oumar Diawa. L'Afrique en transition épidémiologique n'en a pas encore fini avec les maladies infectieuses, à un moment où celles non transmissibles pèsent de plus en plus sur elle. Le double fardeau est là et les financements sont en deçà des besoins pour faire face. Les financements restent encore insuffisants. Partout aussi, on a vu des progrès concernant les budgets. L'objectif de cette rencontre avec des fonctionnaires des finances et du budget de l'Afrique est d'apprécier le niveau d'engagement des États pour les allocations relatives à la santé. Une progression constante des allocations en matière de crédit budgétaire, nous sommes aux environs de 9%. On n'est pas loin de l'objectif d'Abuja de 15%. On n'est pas loin des 15% de l'objectif d'Abuja d'il y a plus de 15 ans si on ajoute les ressources indirectes d'autres secteurs mais qui impactent la santé. Cela dit, quels sont les pays à avoir atteint cet objectif ambitieux? Très peu de pays africains ont pu investir 15% de leur budget national dans la santé. Pourtant, investir dans la santé est indispensable pour aller vers la croissance économique et améliorer l'état de bien-être des populations. La santé est un bon investissement pour les gouvernements, pour développer le pays. Le Sénégal fait du développement du capital humain une orientation cardinale. Un axe central qui offre une place de choix au secteur de la santé et de l'action sociale. En moyenne, pour se soigner, le out-pocket s'élève à 35%, suffisant pour développer des politiques comme la CMU. C'est une option fondamentale pour développer et garantir à tous les services nécessaires pour atteindre la bonne santé. Autre question abordée, les épidémies avec la dernière en date. Ebola a fait perdre aux 3 pays touchés des points importants de croissance. Face à la baisse régulière des financements extérieurs, il faut compter plus sur soi, mutualiser les efforts, adopter une démarche holistique et asseoir une bonne gouvernance du secteur. Promouvoir la création d'un cadre légal propice à l'approvisionnement en médicaments et l'acquisition d'une base technologique pour la production locale. L'Agence nationale, l'Agence sénégalaise de la propriété industrielle et l'innovation technologique s'engage avec ses partenaires. L'ASPIT entend relever le défi. Jean Dior. Selon l'OMS et la Banque mondiale, 400 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès aux services de santé essentiels. 28 millions de personnes vont mourir d'une maladie chronique les 10 prochaines années. Ces chiffres alarmants interpellent les acteurs de notre continent. L'urgence est de trouver des stratégies et un cadre propice pour développer la propriété intellectuelle, promouvoir le transfert de technologies et permettre aux populations d'avoir accès aux médicaments. Combien de fois devrons-nous voir des jeunes enfants atteints du sida et rester impuissants? Combien de fois devrons-nous dire à ce paysan « Non, je ne peux pas soigner ton ulcère de brûlis » Combien de fois encore devrons-nous dire à nos jeunes filles « Oh, nous aurions pu éviter ton cancer du col de l'utérus si seulement tu avais été vacciné contre le papillomavirus » L'ASPIT a mis en place 12 centres relais répartis sur le territoire national. En guise d'exemple, le programme INARI permet aux pays à faible revenu d'avoir accès aux plus grandes collections de publications en biomédecine et en santé. Le retard qu'accuse l'Afrique dans la production locale de médicaments est lié à l'insuffisance des moyens ou parfois une absence de volonté politique. Le Sénégal, quant à lui, semble se réjouir des avancées notées dans ce domaine. Le Sénégal dispose aujourd'hui de 5 unités de production implantées depuis plusieurs décennies. Néanmoins, il importe encore 85 à 90% de ces médicaments, à titre d'exemple. Le gouvernement du Sénégal s'engage à encourager la recherche, mais aussi la production industrielle. La raison? Il est impensable qu'en 2017, que des Africains meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments. Du fait d'abord d'un coût inaccessible,
et également du fait d'une surprotection aujourd'hui dans ce milieu qui est hautement dépendant de la recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces experts, nous parviendrons en tout cas à trouver des solutions qui auront pour finalité de faciliter l'accès aux médicaments. Cette rencontre régionale de 3 jours va permettre aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce d'atteindre l'objectif 3 des ODD, mais aussi de réussir la promotion de l'industrie pharmaceutique locale avec l'appui des partenaires comme la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et une volonté politique des dirigeants. La problématique de l'accès aux médicaments peut être résolue. Autre problématique, l'accueil des usagers dans l'administration. Le ministère de la fonction publique développe des stratégies. Ce matin, une session de formation de 3 jours a démarré à Rufisque au Centre national de formation et d'action. Elle est destinée aux standardistes et secrétaires particuliers des ministères. Tierno Amaloussi. À Rufisque, au quartier Kérissouf, le Centre national de formation et d'action depuis 1962. Dans le temps de l'action, le ministre de la fonction publique arrive ici avec une ambition, relever le niveau de l'offre de services dans l'administration sénégalaise. Nous sommes au Centre national de formation et d'action de Rufisque pour rester dans la dynamique que nous avons imprimée à ce département ministériel depuis quelques années, qui tourne essentiellement autour du renforcement de capacités des ressources humaines de l'administration. Parce que comme je le dis, les politiques publiques, elles peuvent être bien élaborées. Nous pouvons avoir de bonnes structures administratives, mais si derrière nous n'avons pas les ressources humaines de qualité pour les animer, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Ils sont secrétaires particuliers de ministres, standardistes, dans le processus de bâtir des services de l'État plus efficaces et plus performants. Cette formation de 3 jours va améliorer la qualité de relation entre l'usager et l'agent de l'administration. Nous sortons de l'école, ça fait un bon moment et nous rencontrons des difficultés par rapport à l'accueil. Les usagers ne comprennent pas. Pas mal de gens se plaignent de l'accueil téléphonique ou physique qu'on leur réserve. Et je crois qu'on est la vitrine. On est la vitrine quand une personne vient, soit au ministère ou bien dans un département quelconque. C'est à la secrétaire ou au standardiste qu'il s'adresse en premier. Pour le ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, cette session de formation ouvre une stratégie nouvelle. Les agents de l'État vont être formés pour faire face aux nombreuses mutations de l'heure. Nous aurons l'occasion d'avoir un temps de partage, d'échange des meilleures pratiques et nous allons mettre à leur disposition des outils qui leur permettent en tout cas de faire face à leurs tâches de tous les jours. La question de l'accueil est essentielle pour l'administration parce que celui qui accueille, c'est celui qui permet à l'usager qui s'adresse à l'administration de venir, d'être rassuré par rapport à la prise en charge de ses besoins. Ce premier contact-là, il est essentiel. C'est pour cela que nous avons tenu à regrouper ici cette cible particulière durant 3 jours pour les former davantage à l'accueil, qu'il soit physique ou téléphonique. Formation sur les enjeux de l'accueil téléphonique ou physique, une réponse claire aux ambitions de l'État pour améliorer l'accès des usagers aux services publics, tout en mettant en place une administration forte dans un pays qui marche vers l'émergence. Après Rufisque-Thiès, où la recrudescence des agressions, des accidents et des vols à l'arraché est le plus souvent liée au phénomène des motos de Jakarta. Pour mieux assainir leur milieu, l'association des conducteurs de motos Jakarta est en train de travailler à l'éradication de ce fléau. Désormais, tout conducteur doit disposer d'un permis de conduire, d'un casque et d'une plaque d'immatriculation. Cette initiative vient renforcer les nouvelles mesures prises par les autorités administratives. Il s'agit de mettre fin à l'insécurité galopante dans la cité du rail. Fatou Diouf. C'est en 2009 que les motos Jakarta ont fait leur apparition à Thiès.
Depuis, la cité du rail est devenue une ville insécure. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous signale un cas d'agression, de vol à l'arraché ou d'accident tragique. Une situation imputée au conducteur de moto Jakarta. Dans chaque métier, il y a des usurpateurs. Ils salissent le métier de conducteur de moto Jakarta. Ils volent à l'arraché et agressent les populations. Nous savons que les responsables de famille n'agissent pas de la sorte. Il faut donc les soutenir. Compte tenu du vide, ou bien en tout cas, vous connaissez tous la loi simple de l'offre et de la demande, des besoins insatisfaits en matière de transport urbain, les gens se sont retournés vers ce système de transport qui, par la force des choses, est entré dans nos mœurs. Malheureusement, l'État n'a pas pu ou n'a pas su, en tout état de cause, vers ces années 2009-2010, juguler le mal, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans certaines grandes villes, comme Thiès, comme Kaolack, comme Fatick, comme d'autres villes de l'intérieur. Nous nous sommes retrouvés avec une prolifération de ce système de transport qui a atteint un niveau tel qu'il était difficile, en tout cas, d'y mettre un terme de manière brusque. Donc c'est ça qui a été à la base de la présence de ces motos Jakarta. Pour juguler le phénomène Jakarta, il faut aller vers la formalisation de ce secteur, expliquent ces conducteurs de motos. C'est ainsi que l'association qui les regroupe a mis en place un programme de formation sur le code de la route, tout en les dotant de casques, de gilets, de plaques d'immatriculation ainsi qu'une assurance. Créer gilet yi créé woon ko pour taaral dëkk bi dañ ko créé pour fexe ba ñi nga xam ñooy def ko ñaawteef yi. Nous avons confectionné ces gilets pour manifester à ces malfaiteurs notre engagement à assainir le milieu. Ça nous permettra de pouvoir les identifier et de les dénoncer. Avec cette formation, on leur apprend le code de la route. Panneau yi nga xam mooy panneau d'interdiction yi ak obligation yeeg yooyu yëpp dañ leen koy xamal te ku ci nekk buñ la ko xamalee boo génnee ci biti danoo dem ba seen portable yi actuellement nii ci panneau code de la route rek moom moo ci ne te loolu yi dafa doon loo xam ne lii wax dëgg yàlla lu ñuy rafetlu la. Quand tu conduis ta moto et que tu as la chance d'être assuré, tu as la chance d'être habillé en casque pour un cas d'accident, tu as la chance d'être habillé en gilet pour qu'on puisse vous identifier. Parce que vous savez, c'est ce qui porte les gilets là. En attendant que les plaques de la mairie sortent, on pourra les identifier parce que les gilets, sur chaque gilet, il y a un numéro. Actuellement, les gilets sont numérotés de 1 à 6 000. Les autorités administratives, elles, organisent des opérations de sécurisation la nuit. Tout conducteur qui circule au-delà de 20 heures paye une amende. Depuis juin-juillet 2015, cette mesure est en vigueur à Thiès et chaque soir, dans le cadre des opérations de sécurisation, des jeunes sont interpellés. Malheureusement, l'état de la réglementation étant tel, c'est des délits de contravention. Ils sont interpellés, les motos sont prises et on les amène au niveau des commissariats de police pour paiement d'amende forfaitaire. Régulièrement, lorsqu'il y a des accidents de la circulation, des accidents corporels, des conducteurs de moto Jakarta sont pris, déférés auprès du procureur de la République qui les présente devant le tribunal. Donc il y a tout un ensemble, toute une batterie de mesures qui sont appliquées au niveau de la ville de Thiès, particulièrement pour la circulation du soir, parce que d'une part, il y a d'abord des risques par rapport aux conducteurs eux-mêmes. Les Jakarta ne sont pas appropriés pour circuler le soir. La lumière n'est pas suffisamment vive pour pouvoir fonctionner comme les véhicules. Parce que pour nous, quand vous refusez de faire cette formation, c'est parce que vous n'êtes pas honnête. Quand vous refusez de faire cette formation, c'est parce que vous faites partie des voleurs qu'on nous fait savoir à chaque instant. Et cette formation a pour but, comme le dit le maire l'autre jour, qu'on doit faire cette formation uniquement, non seulement pour mieux connaître comment se comporter au niveau de la route, mais par exemple interdire à ceux qui conduisent les motos Jakarta de ne pas prendre deux personnes sur la moto, de ne pas prendre une femme qui porte un enfant sur son dos, de ne pas prendre une femme enceinte, de ne pas prendre par exemple un homme qui est sourd sur les motos, parce que vous savez que les motos Jakarta sont trop sensibles et partent un peu trop vite. Le programme est en train d'être élargi à d'autres localités. Il s'agit de mettre fin à la série de vols et d'agressions constatées dans le pays. Au moment où je vous parle, nous avons déjà été à Louga pour les initier, déjà à Darou Moussi. Demain, mercredi, Inch'Allah, nous serons à Kaolack
plus largement, parce que vous savez que Kaolack est la maison mère des motos Jakarta. Et nous, notre partenaire est quelqu'un qui n'attend pas. À chaque fois qu'on signe quelque chose, le lendemain, on travaille là-dessus. Ce que nous voulons, c'est faire appel aux autorités de cette ville de mieux nous soutenir dans ce sens. Parce que vous savez que, par exemple, nous sommes en train de faire cette formation. Mais il n'y a pas tous les jeunes qui viennent le faire actuellement. Il y en a des récalcitrants qui refusent de venir. Et ça, je pense que c'est leur rôle de le faire venir. En attendant, il faudra régler le problème du Jakarta à Thiès. Cela passe forcément par un mot, un comportement, la discipline. Après le dossier de cette édition sur les Jakarta Thiès, un peu de tourisme sur les sites bien attractifs, les merveilles du Sénégal. Elles sont nombreuses et s'étendent sur bien des parties du pays, entre le sud-est de Dakar et le nord de la Gambie. Les magnifiques îles du Saloum, une région naturelle au décor paradisiaque. Safari, excursions, balades entre les bolons, immersion chez les Nyomika ou marche avec les lions. Autant d'activités que les lieux offrent aux touristes. Les merveilles des îles du Saloum, une carte postale signée Aram Ndaw. Les îles du Saloum, du sublime, de la magie, de l'intrigue, des aventures folles. Ici, Toubacouta, ni terre ni mer, juste un petit paradis où se mêlent 3 impressionnants écosystèmes, terrestres, maritimes, estuariens, ce qui fait cohabiter sous l'œil admirateur des touristes des espèces animales, végétales, des mangroves, des chaînes de bolons, une baie parmi les 12 plus belles du monde, des îlots, une magique île aux oiseaux et une réserve animalière, preuve que les rêves fous s'accomplissent parfois. Fatala, le nom de la réserve, la folie des lieux tient de cette fameuse marche avec des lions, du reste, sans collier ni laisse. Une inoubliable aventure qui fait courir des touristes des 4 coins du monde. Les îles du Saloum, outre le panorama, c'est aussi la chaleur de l'accueil, une culture saisissante et enivrante. L'intrigue de ces lieux, coincés entre Fatick et la Gambie, c'est aussi les génies, dont Sangomar qui habite seul l'île éponyme, passage obligé de nombreux touristes. Bref, les îles du Saloum ne sont pas à compter, mais à découvrir dans toute leur majestuosité. Nous restons dans l'esprit de la Semaine nationale du tourisme placée sous le thème des merveilles. Parmi celles-ci, l'Est du pays avec son relief particulier, sa diversité culturelle, une faune riche et variée, un patrimoine bâti. Kédougou, Tamba et Bakel ont des atouts pour attirer les touristes. Présentation de cette zone touristique par excellence avec Ndeye Aïdja. Cette épine de porc épique fait l'identité de la femme bédique. Une parure, un rituel qui témoigne de l'authenticité de cette ethnie vivant dans cet espace classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pays Bassari, c'est la diversité culturelle. Y cohabitent Bédik, Bassari et Peul qui ont gardé leur tradition et leur cadre de vie malgré la modernité. Le pays Bassari, c'est aussi un paysage, un relief particulier. Autant d'atouts qui en font une destination touristique des plus attrayantes à Kédougou. Tout aussi attractif, Dindéfelo et ses chutes d'eau, endroit paradisiaque, avec un microclimat doux et tempéré. Mais avant d'y arriver, passage obligé vers Tamba, avec son parc Nyokolokoba, dernier refuge de la faune au Sénégal. Toujours dans l'est du pays, Bakel, avec son riche patrimoine bâti. Le fort René Caillé surplombe la ville et la Falémé.
et révèle une riche histoire coloniale. Pour attirer davantage les touristes, la diversité culturelle est mise en avant à travers des festivals et autres traditions, ce qui fait de l'Est du Sénégal une merveille à la fois culturelle et géographique. Au sud, les communes s'engagent. Les municipalités de Diembéring et Kafountine vont accompagner la SAPCO dans le cadre de son plan stratégique d'aménagement de la zone sud. C'est en marge du panel technique clôturant la semaine du tourisme au Cap Skirring-Mieux. La commune de Diembéring va octroyer 1 hectare à la présidence de la République pour la construction d'une résidence privée du chef de l'État à Carabane, à Moussa Mané. C'est un panel technique qui a réuni les acteurs concernés par l'aménagement des zones touristiques du Cap Skirring et de Kafountine à Bénin. Les débats ont tourné autour du plan stratégique de développement 2017-2021. Comment vraiment améliorer l'aménagement de base, notamment comment mettre en place les voiries, les réseaux divers, voiries, adduction d'eau, assainissement, éclairage et espaces verts qu'il faut vraiment mettre à niveau dans la station Cap Skirring. Et sur Kafountine à Bénin, nous voulons consulter des dossiers d'appel d'offres international pour trouver de gros investisseurs qui sont capables de faire l'aménagement et le développement. L'aménagement de ces sites favorisera l'installation de réceptifs qui participeront au désenclavement économique de la zone, d'où l'adhésion des élus locaux. Nous, on est très rassurés. Et on est rassurés, on n'est pas les seuls. Vous avez remarqué, parce qu'autour de la table, il y avait quand même des jeunes. Des gens qui sont très très soucieux du devenir donc, de leur village, de la politique foncière donc, qui prévalait ici. Et il y avait quand même un esprit très réceptif. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se réjouir du fait que le projet est en train d'avancer. La zone de Kafountine a des potentialités sur le plan touristique. Donc ce qu'il nous faut, et nous en sommes conscients, c'est un tourisme avec des réceptifs de grand standing. Et c'est ce travail-là que la SAPCO veut faire dans Kafountine en nous aménageant des zones qui vont, disons, accueillir des réceptifs. Tirant le bilan de cette deuxième édition de la semaine du tourisme dans la station balnéaire du Cap Skirring, la satisfaction est le sentiment le mieux partagé. La municipalité de Diembéring va encore plus loin. On aimerait davantage intensifier donc, le marketing pour que les Sénégalais viennent découvrir donc, ces merveilles-là. Et parmi les mesures que nous allons donc, mettre en route le plus rapidement possible, il y aura, entre autres, la décision du Conseil qui consistera justement à affecter au moins 1 hectare à la présidence de la République pour une résidence secondaire à Carabane. L'objectif pour moi est atteint, c'est que les Sénégalais qui sont venus sont contents et les gens qui ont vu aussi ont envie de venir. La semaine du tourisme au Cap Skirring se termine donc sur une note très positive. Les objectifs atteints, les différents acteurs se félicitent de la réussite. Ils s'engagent donc à réaliser les objectifs définis dans le plan stratégique de développement de la SAPCO. Toujours dans le sud du pays, l'ANIDA entend réaliser 102 fermes dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Avec la coopération espagnole, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole a entamé la construction de 17 fermes agricoles. Au village de Sibéré-Condé, par exemple, 2 jeunes entrepreneurs bénéficient déjà de ce programme. Hamidou Diop. Ce matin-là, Aminata fait le tour de sa ferme à Sibéré-Kandé, dans la région de Kolda, pour voir l'état d'avancement des travaux. Bénéficiaire d'un financement de l'État du Sénégal à travers l'ANIDA et de la coopération espagnole, Aminata est désormais propriétaire. Ici, elle aura un puits avec pompe solaire, un bassin piscicole, un système goutte à goutte, une clôture et une maison où habiter. Aminata vient pourtant de Dakar. Elle a fait des études poussées en finance au Maroc. Au départ, c'était un test, un pari avec mon oncle, disant que les citadines ne voulaient pas habiter dans des villages. Donc il m'a dit, est-ce que tu serais prête à aller dans des poulaillers et de vivre dans une ferme? Je lui ai dit, pourquoi pas. Et là, il m'a inscrit à une formation en aviculture. Je l'ai fait pendant un certain bout de temps, partout au Sénégal. Donc à la fin, il a eu une ferme ici à Sibéré-Kandé. Je travaille avec lui et quand j'ai fait une année, il m'a donné 1 hectare.
Et en ce moment-là qu'on a eu des échos de Anida et tout, on s'est renseigné et ils étaient venus à Kolda, on a participé et ils m'ont présélectionné. À Sibéré Kandé, il y a 2 bénéficiaires des fermes familiales Natangé. Ousmane Diamanka fait partie également des gérants des 17 fermes financées par l'ANIDA dans la région. li may sensibiliser zones yi nañu taxawal seen projet parce que bu dee tamit dañ lay jàppale il faut nga taxawloo sa projet ñu bu ñëwee ñu fekk la ci loolu ñu mun laa jàppale. Au niveau de la zone sud, on aura une 50aine de fermes à réaliser dans un premier temps. Donc c'est le premier lot qui est déjà en cours. Et il y aura un deuxième lot de 51 fermes également. Et pour chaque région, pour la région de Kolda, actuellement on a 17 fermes à faire. Faire profiter des Sénégalais de l'agriculture à travers le maraîchage, la pisciculture, l'élevage, ce sont les objectifs communs de l'État du Sénégal et de la coopération espagnole. Ils sont très impliqués et ça c'est une chose qui nous encourage parce que sans la participation sans la participation des bénéficiaires, ça ne va pas marcher. Donc leur implication, c'est essentiel pour la réussite du projet. Bientôt, ces fermes familiales Natangé seront prêtes à l'emploi. Les techniciens suivent l'avancée des travaux de très près. L'objectif d'Aminata, c'est bénéficier comme son oncle d'une ferme pareille au milieu de la nature à Sibéré, Kandé. La Sénélec a officiellement lancé les travaux d'implémentation du nouveau système d'information de sa clientèle. Il va remplacer d'ici 18 mois l'actuel système de gestion des activités commerciales de la Société nationale d'électricité. Avec la nouvelle technologie, la Sénélec pourra mieux répondre aux attentes des consommateurs. Damsila. La dernière mise à jour du système de gestion des activités commerciales de la Sénélec date de 1994. Un système initialement conçu pour environ 400 000 abonnés. Aujourd'hui, le chiffre a triplé et l'outil ne répond plus aux exigences des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour apporter une solution à cette situation, la Sénélec lance des travaux d'implémentation du nouveau système de sa clientèle. Nous solliciterons nos clients à travers des enquêtes pour compléter et mettre aux normes nos données de gestion. Nous attendons de nos clients un appui et une participation active pour que toutes les fonctionnalités attendues en matière d'interactivité et de diversité des canaux de communication puissent être déployées. Nous allons travailler aussi avec les services de l'administration et surtout les collectivités locales pour intégrer le découpage territorial dans notre nouveau système afin d'apporter une solution définitive à l'identification géographique des clients. Cette nouvelle démarche s'inscrit dans une vision globale déclinée dans le plan stratégique dénommé YESAL Sénélec 2020. Un plan qui va faire de Sénélec une entreprise performante et attractive au service de la satisfaction de ses clients et du développement économique et social du Sénégal. Nous avons en effet décidé à travers le nouveau plan stratégique de Sénélec, le plan YESAL Sénélec 2020, de mettre en place une nouvelle politique commerciale articulée autour du respect et de l'écoute du client, de la satisfaction de ses besoins et de la diligence dans nos réactions. Pour trouver une entreprise capable de réaliser le projet, la Sénélec a lancé un appel d'offres. Au terme d'un processus de sélection très pointu et rigoureux, le choix est porté sur une entreprise italienne. La société a noué un partenariat avec une structure locale qui s'active dans le domaine. Le système italien de l'énergie est un système d'excellence dont Sidi fait partie, compte des excellences reconnues dans le monde entier. Les travaux d'implémentation du nouveau système d'information clientèle de la Sénélec vont durer 18 mois. Son effectivité permettra à la Société nationale d'électricité d'avoir plus de facilité et d'opportunités à informer ses clients. Dakar de Médina Gounass, 3e jour, le Khalif appelle les jeunes au travail. Sur le site, les fidèles ne chôment pas, alors pas du tout. En l'absence des femmes, ce sont les hommes qui gèrent la restauration. Entre dévotion et œuvres utiles, voici le reportage de Mamoudou Samambawa. Il est 13h ce lundi au Dakar de Médina Gounass. Sada Sow et son équipe déroulent une journée très chargée. Ils sont en effet des cuisiniers de circonstance pour la délégation de Bidjankoto, une localité située à l'est de Tambacounda, venue participer à la retraite spirituelle. Les femmes ne viennent pas au Dakar, c'est donc à nous les hommes de faire la cuisine pour nous-mêmes.
Aussi, c'est de la baraka que de se mettre au service des autres. Aujourd'hui, j'ai préparé du mafé. Servir 3 repas quotidiens à une centaine de personnes. Pourtant, Sada, tout comme ceux qui dans les délégations et campements sont préposés à la tâche de cuisine, n'est pas exempté des prières et autres 12 000 Salatul Fatiha recommandés par le Khalif. Pour le zikr, nous sommes obligés de veiller toute la nuit, car toute la journée, nous sommes à la cuisine. Pour les 5 prières, nous les faisons en même temps que tous les autres fidèles. Le comité d'organisation, lui, est à pied d'œuvre. Ici, pas de répit. Il faut mettre les milliers de participants dans le minimum de conditions pour leur exercice de dévotion et de purification de l'âme. Leur souci, le liquide précieux. Il y a beaucoup de manquements par rapport à ça. Aussi bien sur le sud de Dakar qu'au niveau de la ville. Il faut qu'on trouve une solution définitive à ce problème. Parce qu'on se rend compte avec tout ce qu'on mobilise comme moyen, aussi logistique, humain, financier et tout, pourquoi ne pas injecter tout ça dans quelque chose de durable, de définitif? Mais chaque année, on recommence la même chose. Pour ce qui est des causeries religieuses, celle de ce lundi matin a été une occasion pour le Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba d'inviter la jeunesse au travail et au goût de l'effort. Aux jeunes, je recommande le travail. Il libère l'individu et garantit sa dignité. Je recommande aussi l'abandon des produits illicites tels que le tabac, la drogue et l'alcool. Ils ne font que détruire la santé. Ça a été toujours le discours, il a été constant dans ce discours. Il l'a toujours dit, il a répété en d'autres circonstances. Et tous les habitants de Médina savent qu'il n'a cessé de le dire. Il leur même déconseille souvent de voyager, d'aller comme ça à l'aventure. Il a dit qu'on vous a tout apporté. Le chef de l'État, il veut aller vers le silence alimentaire. Nous avons assez de terre. Ça, c'est notre ressource. Vous êtes là, vous êtes encore jeune. Les fidèles continuent de rallier le site du Dakar de Médina Gounass. Les plus grands rushs sont attendus à partir de vendredi et ce, durant tout le week-end prochain. L'actualité ailleurs dans le monde, elle nous mène en Somalie, au Soudan du Sud et au Vatican, où le pape annonce le maintien de son voyage en Égypte prochainement. Le récit de Cédina Lunfal. Le pape François maintient son voyage en Égypte malgré les attentats perpétrés dimanche contre 2 églises coptes, attaques qui ont fait 44 morts. La violence ne modifiera pas son programme. Le pape François se rendra au Caire pour dialoguer notamment avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, l'un des plus grands représentants de l'islam sunnite. Au moment où l'Égypte enterre ses victimes en Somalie, un kamikaze s'est fait exploser ce lundi dans l'un des plus grands camps militaires de Mogadiscio. Le bilan fait état de plusieurs morts. L'attentat suicide a été revendiqué par les Shabab affiliés à Al-Qaïda. Au Soudan du Sud, les violences ethniques ont de nouveau refait surface. 10 personnes ont été tuées aujourd'hui à Waou, dans le nord du pays. De nombreuses personnes ont fui. Depuis 2013, le Soudan du Sud s'est empêtré dans un cycle de violence. Hormis cette tension, les populations doivent également faire face à la famine. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.